thème de la journée est aujourd'hui passionnant. Alors nous sommes déjà 4 pour faire une petite intro, déjà pour vous remercier et vous accueillir. Et ensuite, je vais présenter Schema avec Fabien Sérédarian, car on est complètement engagé et concerné par le sujet du jour. Je passe la main à Fabien. Bonjour à tous, bienvenue à Schema. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin, d'autant plus que le Cercle Knowledge a une belle et longue histoire et c'est un vrai plaisir de voir qu'elle se poursuit et évolue aussi au fil du temps. Effectivement, pour rebondir sur ce qu'évoquait Laurence à l'instant, que je remercie également avec l'équipe pour cette organisation-là, c'est que à l'aube en fait, d'un nouveau plan stratégique, en fait, Schema est très concerné par ce sujet. Comme vous le savez peut-être, on a bientôt 7 campus au niveau international. Donc on a à la fois des enjeux d'excellence opérationnelle quand nos étudiants, nos apprenants passent d'un campus à l'autre et recherchent finalement à avoir cette expérience locale, de terrain, culturelle, associée à une expérience académique de qualité. Et puis, pour faire fonctionner cet ensemble-là, nos fonctions, nos métiers, nos directions, nos départements, on doit s'engager dans une grande transversalité, qui est un mot qu'on pratique beaucoup. Alors ça va de la simple coordination jusqu'à la coopération, de la collaboration, mais au-delà de ça, notre prochain plan stratégique sera aussi une grande réflexion sur le design organisationnel de Schema. Donc on est aussi un objet d'étude, donc je pense que les uns et les autres seront tous très attentifs à vos expériences, qui pourront nous être utiles dans les mois prochains, puisque pour paraphraser Mintzberg qui nous dit que la stratégie est un phénomène organisationnel, on va le connaître et le vivre dans les prochains mois et les prochaines années. Juste un mot également pour vous dire que on a aussi créé il y a quelques années maintenant un corporate office qui est la relation, un point d'entrée unique entre les entreprises et Schema, qui est animé par Pascal Viala, qui est malheureusement pas présente ce matin puisqu'elle est sur notre campus du Brésil, à Belo Horizonte. Et ce corporate office, finalement, défend 3 ou 4 piliers différents. C'est tout évidemment l'enjeu de ressources humaines, de recrutement, développement des talents et d'évolution des métiers, qui sont un sujet de plus en plus, sont des sujets de plus en plus cruciaux pour les entreprises qui doivent retenir, qui doivent accompagner, développer les talents, éviter qu'ils partent, les attirer, etc. Vous savez ça mieux que moi dans votre quotidien. C'est aussi effectivement tout l'enjeu de formation et de développement des compétences qui va assez loin, puisque aujourd'hui on ajoute à cet enjeu-là un enjeu de conseil pour accompagner les organisations dans la construction de leur système d'apprentissage, dans le développement des modèles pédagogiques. Puisqu'effectivement, on a passé une étape où il fallait avoir une offre de formation, voire créer une université, mais avoir une formation ne dit rien sur la question du système d'apprentissage, de quel modèle pédagogique en fonction de la culture et de la dynamique de chacune des organisations. Voilà. Et donc c'est notamment une problématique que j'anime en tant que comme on dit, directeur d'innovation aux côtés de Pascal. Donc je vous souhaite une très belle matinée. Je vais pour ma part faire quelques petits allers-retours, un peu frustré de ne pas rester. Et je vous souhaite donc de bons échanges et je vous retrouverai tout à l'heure. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci. On ne pouvait pas commencer cette matinée sans présenter pour les copains. Bonjour à tous, donc moi c'est Laurence F, après Laurence D. On se parle très fréquemment dans le cadre de l'association Copains, donc je voulais dire un mot sur cette association de praticiens de knowledge management qui a été fondée par Martin Boulot-Dugage il y a maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai devenu la présidente il y a 2 ans. 15 mois, un peu plus de 10, voilà. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cette 10e matinée débat. Donc le choix du thème ce matin est en lignée sur les réflexions qu'on peut mener au sein de l'association. Donc le décloisonnement des organisations, les flux d'informations, avec une approche historique, mais également une évolution sur l'impact que ça peut avoir d'un point de vue organisation. Alors, comme on a des intervenants passionnants ce matin, je ne vais pas parler plus. Je voudrais donner la parole à Aurélie de Désert, qui nous fait l'honneur de faire l'introduction. Alors, on a échangé très longuement, Aurélie et moi, pour préparer l'intervention. Donc, comme on est obligé de ne laisser que 20 minutes, eh bien, je me permets de te passer la parole immédiatement. Et donc, Aurélie est professeure des universités à l'Université Paris-Sud. Merci Laurence. Je te prends le micro.
Merci beaucoup, merci Laurence et Laurence. Moi je suis Aurélie Dudésert, je suis professeure des universités à l'Université Paris-Sud qui est en train de muter et qui devient l'Université Paris-Saclay. Et je suis spécialiste des questions de transformation des pratiques de travail liées à l'intégration des technologies innovantes et notamment des technologies digitales. Donc j'ai commencé par le KM et j'ai commencé aussi par une vie de praticienne et de ce point de vue-là, Copain reste et restera toujours ma communauté de cœur. C'est pour ça que je remercie beaucoup Laurence de m'avoir proposé cette intervention parce que ça a vraiment un sens pour moi. Alors, ce matin, ce qui a été choisi par l'association comme thématique, c'est une question qui est importante et qui est aujourd'hui beaucoup en débat, qui est d'explorer l'idée selon laquelle, pour être performante aujourd'hui, les entreprises devraient travailler à la restructuration de leur organisation et notamment à la restructuration de leur organisation du travail et donc devraient chercher à se décloisonner. Alors, ce principe et cette idée du décloisonnement dans le vocabulaire managérial, en fait, renvoie à deux idées sous-jacentes. La première, c'est que les organisations actuelles des entreprises, et notamment des grandes entreprises, ne conviendraient plus dans un environnement économique qui est devenu numérique et collaboratif, qui est centré en termes de business model sur la valorisation des services et l'innovation. Donc ça ne conviendrait plus. Et la seconde idée qui est sous-jacente à ce thème du décloisonnement dans le vocabulaire managérial, c'est que ces organisations seraient également un repoussoir pour les salariés, dits talents, qui, eux, chercheraient autonomie et créativité. Voilà. Alors, quand on parle de cloison dans cette idée-là, on parle de deux choses également qui sont très particulières. D'abord, la première chose, c'est cette fameuse idée de silo, donc qui renvoie à l'image du silo à grains, c'est-à-dire que les organisations sont structurées aujourd'hui pour une bonne partie d'entre elles selon l'ancien principe de l'organisation scientifique du travail, qui a quand même prouvé son efficacité, puisque son idée, c'est d'organiser le travail par tâche et de spécialiser chacun sur une tâche de façon à atteindre un niveau de performance important sur les tâches. Et dans la perspective du décloisonnement, cette spécialisation a des effets contre-productifs, en particulier de faire perdre la vision globale du projet d'entreprise, et l'autre effet étant de conduire les salariés à avoir des pratiques extrêmement routinières et répétitives. Donc ce qui serait en antinomie avec les attentes actuelles des salariés. La deuxième cloison que l'on parle et quand on cherche à décloisonner, c'est bien évidemment la hiérarchie, avec l'idée là aussi que la hiérarchie conduit à limiter l'autonomie et la créativité des salariés et donc ne permet pas l'innovation et le développement des services. Voilà. Alors, au sein de l'association, ce sur quoi on s'interroge, c'est dans quelle mesure, justement, la gestion de l'information pourrait conduire à décloisonner. Parce que, notamment, quand les technologies digitales sont apparues, on s'est dit c'est formidable, justement, ces technologies vont nous permettre de mettre en œuvre ce fameux principe de décloisonnement. Parce que ces technologies permettent de créer du lien direct entre individus, alors qu'auparavant, les technologies de l'information et tous les flux d'informations en fait, étaient structurés par l'organisation. Il y avait très peu de structuration, en tout cas officiellement, de structuration entre les individus. Alors moi, ce que je vous propose là dans mon propos, pour lancer le débat, c'est d'interroger justement la pertinence de cette idée reçue sur le décloisonnement et sur l'apport justement de ces technologies quant au décloisonnement. Et je vais donc essayer de réfléchir à comment est-ce que aujourd'hui les entreprises pourraient structurer mieux leur flux d'informations pour répondre aux nouvelles attentes à la fois business et des salariés dans l'environnement économique qui se dessine, centré autour de la collaboration et du numérique. Alors dans un premier temps, je vais revenir sur ce fameux lien entre flux d'informations et organisation du travail. Et en fait, je vais souligner qu'à mon sens, en fait, la mise en place de technologies de l'information digitale n'a pas conduit du tout à décloisonner, mais a conduit au contraire à augmenter et à multiplier les cloisons au sein des organisations.
Et puis dans une seconde partie, je reviendrai sur ce contexte et je vous proposerai une réflexion sur comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait concevoir des organisations qui soient efficaces et qui correspondent aux attentes des salariés en recloisonnant justement autour de la connaissance, de l'expertise métier et de l'expérience. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur ce lien entre flux d'informations et organisation du travail, qui est un lien extrêmement ambivalent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, effectivement, aujourd'hui, d'action, enfin, ça n'a jamais eu lieu, en fait, vous ne pouvez pas avoir d'action collective sans la structuration d'un flux d'informations. Quand vous allez organiser, par exemple, l'anniversaire de votre grand-mère ou de votre tante ou de votre fille, j'en sais rien, je que des filles d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, quand vous allez organiser un tel événement, vous allez vous mettre d'accord avec toute la famille, tous les amis, etc. Et puis vous allez vous dire, mais comment je vais faire comment on va faire pour travailler ensemble et organiser tout ça. Alors aujourd'hui, naturellement, vous allez créer un groupe WhatsApp. Voilà, c'est à peu près ce qui va se passer. Donc vous allez considérer que vous allez pouvoir gérer ça en échangeant ce qu'on appelle par ajustement mutuel, c'est-à-dire directement les uns avec les autres. Et puis rapidement, vous allez vous rendre compte que c'est le bazar. Et donc il y en a un qui va dire, voilà, on va organiser comme ça les prises de décision, on va coordonner comme ça les tâches, et puis on va contrôler comme ça que chacun l'a fait. Voilà, en gros, c'est à peu près ce qui se passe. Je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Clairement, on voit bien que pour pouvoir mener une action collective, il faut de l'information, parce que l'information nous permet justement de prendre des décisions, de coordonner les tâches et de contrôler que ces tâches ont été bien faites. Et donc il y a toujours eu, dans les organisations des flux d'informations. C'est bien avant les technologies. Hein. Quand j'en parle à mes étudiants, j'évoque souvent l'exemple du courrier postal par pigeon voyageur, qui est un système d'information qui existe, dont on trouve des traces depuis l'Antiquité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pour justement piloter et organiser la riposte au conflit et justement les guerres et les batailles. Dans ce contexte-là, évidemment, l'information est au cœur de l'organisation et devient un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que celui qui maîtrise l'information, là je ne vous apprends rien, va forcément maîtriser l'action collective. Et cette volonté de contrôler la circulation de l'information conduit l'organisation rapidement à vouloir réduire au maximum, voire à vouloir nier tout ce qui est circulation de flux d'informations informels. Il y a toujours dans les organisations des rumeurs, des bruits de couloir, des groupes de soutien, des groupes d'amitié, mais vous pouvez rester, hein, c'est ouvert. Enfin, Donc il y a toujours des groupes de l'information informelle qui circulent. Et finalement, cette tension entre la volonté de contrôle des organisations et notamment de l'information et l'existence de ces flux d'informations informelles est devenue extrêmement marquée au moment du déploiement des technologies digitales, au moment de leur arrivée sur le marché. Et j'insiste parce qu'au début, ces technologies n'ont pas été introduites par les entreprises. C'est la première fois que des technologies de l'information n'ont pas été introduites dans la pratique du grand public par les entreprises. Elles ont été d'abord prises en main par vous et moi. Et ensuite, les entreprises se sont dit « Ah, on pourrait peut-être en faire quelque chose ». Mais en gros, les salariés sont arrivés avec leur smartphone et ont commencé à trouver que c'était vraiment intéressant pour travailler, qu'ils arrivaient à créer des liens directs entre les uns et les autres. Et là, on s'est rendu compte dans les organisations de la place que tenaient les flux d'informations informels et que ça allait de plus en plus vite et que le flux d'informations, il échappait de plus en plus à l'organisation. Et on a mis en place, du coup, toute une série de... Eh ben, dis donc. Donc, on a mis en place, du coup, toute une série de démarches de structuration des flux d'informations informels. C'est-à-dire que à partir des années 2000-2010, ce qui s'est passé, c'est entre les années 2000 et 2010, on a commencé à essayer de formaliser comment on devait collaborer, par exemple, dans les organisations, en mettant en place notamment des processus de travail collaboratif, mais aussi des outils de travail collaboratif.
Et puis, on a travaillé encore plus sur ces flux informels avec l'arrivée des réseaux sociaux. On s'est dit, tiens, les réseaux sociaux technologiques vont nous permettre non seulement de créer du lien avec les gens, mais aussi de voir les liens et de voir comment ça se passe. Et en fait, sans s'en rendre compte, on a commencé à ajouter une couche supplémentaire à des couches qui étaient déjà existantes. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quand vous êtes dans une organisation, dans n'importe quel type d'organisation, je peux aussi en parler pour la mienne, parce que moi je pense que la mienne est la pire, mais bon, on peut en parler. En gros, vous avez à la fois une couche de structuration de l'information et donc d'organisation par silo, traditionnelle, organisation traditionnelle du travail. Après, vous avez une couche par projet, puisque le projet s'est aussi développé au moment. Et puis, vous avez la couche collaborative. Voilà. Et bien ça crée un espèce d'effet millefeuille qui fait qu'aujourd'hui, le salarié ne sait absolument pas où il est dans l'organisation. C'est-à-dire qu'en gros, il ne sait pas où chercher l'information, il ne sait pas, du coup, quelle est vraiment l'action collective et quel est le sens de l'action collective. Et que dans nos enquêtes actuelles, depuis 3-4 ans, on fait des enquêtes auprès des entreprises, justement, pour voir comment les salariés aujourd'hui travaillent concrètement et comment ils utilisent l'information et comment ils vont chercher l'information. Ce qu'ils nous disent tous dans les grandes organisations, c'est très simple, pour chercher de l'information et pour travailler au quotidien, je prends mon téléphone, j'appelle les copains, je vais déjeuner avec eux, et comme ça, je sais comment mener mon action. Voilà. Et en gros, ils nous disent que les technologies, ça ne sert à rien, parce qu'il y en a trop, en fait, et on ne sait plus où on est dans l'organisation. Donc il y a une perte de repères, et donc une perte d'efficacité. Alors, du coup, comment on fait face à ça ? Et comment on essaye, justement, de rendre l'organisation du travail efficace dans ce contexte-là ? Donc là, j'en arrive au second temps de mon propos, qui va d'abord consister dans un premier temps à réfléchir à quoi on a vraiment besoin aujourd'hui pour pouvoir travailler efficacement. Dans l'économie dans laquelle on évolue aujourd'hui, le cœur de l'activité, c'est vraiment le développement des services et l'innovation. Ça, pour pouvoir être efficace pour faire de l'innovation et développer et vendre du service, il faut qu'au sein de notre organisation, on ait des collaborateurs qui soient impliqués subjectivement. Alors, concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que moi, quand je cherche une personne pour garder mes enfants, je vais passer par une société de services qui a référencé un certain nombre de personnes qui sont capables de garder mes enfants. Quand je vais rencontrer ces personnes, je ne vais pas juste regarder si la personne elle a 2 yeux, 2 jambes, 2 bras et qu'elle est capable de courir après mes enfants et donc de pouvoir les attraper quand ils font n'importe quoi. C'est pas ça, c'est pas la capacité que je vais regarder. Ce que je vais regarder, c'est que je vais échanger avec la personne et je vais voir si on partage un certain nombre de points de vue sur l'éducation, sur la manière d'être en relation avec les enfants, etc. Et si la personne, elle n'est pas impliquée dans la relation, c'est-à-dire si elle ne se montre pas un peu, elle n'est pas impliquée subjectivement, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas l'embaucher. Donc le problème aujourd'hui dans les organisations, c'est que tout ça, ça nécessite véritablement l'implication subjective du salarié. Or, en France, on a un énorme problème sur ce sujet-là aujourd'hui dans les grandes organisations. La dernière étude qui est sortie sur le sujet, qui est l'étude de Korn Ferry en 2019, montre que la proportion de salariés qui souhaitent rester plus de 5 ans dans la même entreprise est plus faible en France que dans tous les autres pays. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité des salariés considèrent qu'ils ne sont que de passage. Et donc, évidemment, ils ne vont pas s'impliquer subjectivement. Et c'est le même problème que l'on va retrouver dans l'intégration des jeunes diplômés dans les organisations. Ils ont effectivement un frein et ils ne souhaitent pas rejoindre les grandes organisations. Pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas ça ? Comment est-ce qu'on fait pour impliquer subjectivement les collaborateurs au travail ? Eh bien, pour pouvoir réfléchir à cette question, je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait au travail ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler tous les matins ? Et dans le cadre de cette réflexion, il y a un modèle d'analyse qui a été développé par Serge Pogam en 2000, que je trouve très intéressant pour réfléchir à qu'est-ce qui fait vraiment qu'on est content d'aller travailler, qu'on est satisfait au travail. Ce qu'explique Serge Pogam, c'est que pour lui,
quand on est satisfait au travail, quand 3 dimensions de nous-mêmes sont réalisées. La première, c'est qu'il estime qu'au travail, nous sommes tous ce qu'il appelle des homo faber. C'est-à-dire que nous faisons, mais en faisant, nous faisons. Concrètement, ça signifie tout simplement que le travail, c'est pour un individu aussi une manière d'apprendre sur lui-même, de se confronter au réel et donc de se développer. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'emplois qui sont présents dans les grandes entreprises, on a des salariés qui nous expliquent qu'ils ne voient pas en quoi leur activité impacte le réel et donc dans quelle mesure ils apprennent sur eux-mêmes et sur la relation au réel. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Deuxième dimension qu'explique Serge Pogam, c'est que nous sommes aussi ce qu'il appelle des homo economicus, forcément. Nous attendons une juste rétribution de l'effort que nous avons fourni pour mener ce travail. Alors c'est une rétribution financière ou autre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en France aujourd'hui, la juste rétribution n'est pas considérée comme établie pour les salariés. Pourquoi ? Parce que ce que constatent beaucoup de salariés, ce qu'ils disent dans les entretiens, c'est que pour eux, l'effort qu'ils consentent au travail est très mal rétribué au regard de la rétribution de l'actionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne comprennent pas pourquoi l'actionnaire a finalement un salaire, entre guillemets, enfin en tout cas un retour sur son travail alors qu'il ne travaille pas. C'est un rentier. Et eux qui travaillent ont un salaire très inférieur au taux de rendement de l'actionnaire. Donc là, il y a un problème, en fait. Là-dessus, il y a une difficulté. Et le troisième élément qui est évoqué par Serge Pogam, c'est que nous sommes non seulement donc, des homo faber, des homo economicus, mais nous sommes aussi des homo sociologicus. C'est-à-dire que nous sommes des individus qui avons besoin de nous sentir appartenir à un groupe et qui avons besoin de nous sentir appartenir à un projet commun. Et aujourd'hui, la très grande majorité des collectifs métiers sont peu visibles dans les grandes organisations parce qu'elles ont été plus ou moins supprimées et remplacées par une gestion par la compétence qui considère l'individu comme un actif, en gros. Donc vous avez très peu de collectifs métiers, en tout cas visibles. Et quand on regarde du coup ce que souhaitent véritablement les collaborateurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est quand même très simple à comprendre. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est simplement un travail dit humain, par opposition à un travail non humain. C'est-à-dire qu'ils veulent simplement développer leur intelligence et la valoriser auprès d'un collectif. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Voilà. Donc ça, en fait, c'est assez simple à réaliser. Enfin, ça paraît pas très compliqué. Et à mon avis, c'est exactement le sens aujourd'hui qu'ont les démarches de gestion des connaissances dans les organisations. Ces démarches, en fait, elles ont pour objectif, justement, d'identifier les connaissances, de faire que ces connaissances se développent de chacun des salariés et de les partager dans un collectif. Et donc je pense que c'est véritablement intéressant de réfléchir sur le rôle que peut avoir la gestion des connaissances dans la refondation des organisations du travail. C'est pour ça que je trouve que le thème qu'on a choisi est vraiment intéressant parce que, évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait nuancer ce propos. Néanmoins, c'est au minimum une source d'inspiration pour réfléchir à peut-être pas décloisonner, peut-être essayer de recloisonner autour de ces thématiques-là. Alors je nuance quand même ce point sur deux éléments. Le premier, c'est que si on réfléchit dans ce sens-là, il faut voir qu'il y a quand même 2 risques. Le premier risque, c'est qu'il ne serait pas pertinent de mettre en place des démarches de gestion des connaissances qui conduiraient à s'ajouter à d'autres démarches existantes. C'est-à-dire que là, on multiplierait l'effet millefeuille. Donc il faut essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la gestion des connaissances, mais peut-être pas créer une couche supplémentaire. Et le deuxième risque, c'est de voir ressurgir ces fameux corps de métier. Alors, les corps de métier, encore une fois, ont été supprimés dans les organisations pour des raisons qui peuvent être discutables à partir des années 70,
En gros, on ne voulait pas trop, après 68, que l'action collective puisse être critiquée. Mais ils ont été aussi supprimés pour une autre raison, qui est que ces corps de métier peuvent développer des formes de pouvoir mandarinal qui sont extrêmement préjudiciables pour le développement de l'organisation et destructrices en termes d'innovation. Donc il faut quand même faire attention aussi à ces éléments-là quand on réfléchit à l'apport que peut avoir la gestion des connaissances pour refonder les organisations. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'on va avoir largement le temps de débattre de tout ça. C'était simplement pour essayer de donner un peu de perspective à ce débat. Et j'ai bien vu Louis-Pierre qui m'agresse avec ses 1, 2, 3. Et donc maintenant, oui, je sais qu'il stresse, mais voilà. Et donc je laisse la parole à... je sais pas, à qui, en fait ? À Laurence ? Merci beaucoup Aurélie.